Bienvenue dans le plus jeune dans la pièce. On se retrouve directement avec Olivier. Olivier, comment tu vas? Bah écoute, super, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça, on attaque dans le bon. Bah écoutez, déjà merci d'être présent à ce podcast. Alors moi je suis Olivier Ferrand, j'habite à Grenoble à côté. Donc je suis le papa d'une fille de 8 ans et demi et donc j'ai 47 ans et mon métier c'est le marketing digital. Donc en gros, hein, pour faire très simple, pour que vous compreniez, c'est je prends les gens qui galèrent seuls dans leur coin depuis des mois ou même des années pour certains. Ils ont un projet en chantier et je leur permets d'avoir un projet lancé. En gros, vous avez une maison en chantier et je vous permets de la terminer. C'est un petit peu ça l'image que je peux vous donner. Donc voilà, sortir de la solitude de l'entrepreneur et devenir un entrepreneur accompli, ça c'est un petit peu l'objectif que je vous propose. Exact. Et surtout, depuis combien de temps tu fais ça, Olivier? Alors moi je suis un peu un dinosaure, c'est-à-dire que j'ai commencé le marketing en 2006, et oui, oui, j'ai quelques cheveux blancs. Donc vraiment c'était le tout début du marketing digital, il y avait quasiment rien en fait en France, vraiment à part tu sais, le gros bouquin, le Kotler là qu'on trouve à la FNAC, mais enfin il y avait vraiment rien. Et moi, j'ai été formé par par un Canadien qui parlait aussi français, qui a amené à la première méthode, on va dire, un peu en francophonie pour nous les Français. Et je me suis formé avec lui et pendant voilà, plusieurs années. Puis après, j'ai commencé à développer mes prestations marketing. Donc, j'ai toujours fait un peu de la technique sur des tunnels de vente, etc., des webinaires. J'ai toujours fait du marketing. J'ai fait d'autres jobs par ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Mhm. Voilà, j'ai toujours tourné dans comment aider les gens, en tout cas, à passer un cap et développer leur business en ligne. Donc moi c'est plutôt la partie vraiment, c'est pas comment faire des centaines de milliers d'euros, c'est vraiment la partie accompagnement du coach, enfin l'expert, du coach, du formateur, et c'est comment l'emmener vers le lancement de son business. Hmm. C'est pas l'optimisation et faire 100 000 euros par mois. Ça c'est d'autres le font très bien, moi je leur laisse. Moi je fais la partie fabrication et lancement. Ah, tu fais que les lancements, c'est ça? C'est ça. Ok, cool. Et donc tu disais que tu as vu le 2006, Enfin, je suis curieux, vraiment, 2006, pour moi, c'est l'année où je suis né, pour être transparent. Donc, donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu vois comme changement par rapport à 2006 et par exemple, jusqu'à 2026 en termes de marketing? Alors, il y a eu beaucoup de changements. Si tu veux, il n'y a jamais eu de choses révolutionnaires dans le marketing, contrairement à souvent ce qu'on entend, le mec qui croit qu'il révolutionne tel truc. Non, il n'y a rien qui révolutionne, rien du tout. Personne n'invente l'eau chaude. Par contre, il y a eu des évolutions, je dirais presque anthropologiques, des modes, des comportements d'achat qui ont beaucoup changé en termes de consommation. Ok. C'est clair et net. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, en 2006, 2008, allez, 2010, on était très peu sur le marché à faire du marketing digital. Alors, je mets bien de côté les marketing dans les grosses boîtes qui sont très différents. Moi, je parle bien du marketing des indépendants, marketing vraiment Bien purement sûr, ouais. digital. Il y a des points communs évidemment, mais c'est deux manières complètement différentes de faire du marketing. Donc, il y a eu une grosse évolution. Au début, on n'avait pas tout ce qui était webinaire, etc. En fait, ça a toujours existé, mais c'était pas du tout au point et pas du tout, on va dire, grand public. Il y a eu vraiment des évolutions dans l'ensemble des outils. Et c'est ça qui a fait des grosses différences, notamment à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes de tout en un, tu vois, comme les systèmes IO, l'Arnibox, Ah ouais, ouais. Tunnel, Go High Level, etc. Ça n'existait pas. Donc on galérait avec des WordPress, des OptimizePress, des systèmes on avait plein d'outils, ça marchait jamais vraiment bien, ça se faisait pirater. Mais Ouais. c'était vachement marrant parce que voilà, on bricolait avec ça, on s'amusait bien. Et puis, je dirais qu'au début, bah, il y a eu la période aussi des lancements orchestrés à un moment donné. Je sais pas si tu te rappelles les fameux lancements orchestrés où tu avais un tunnel, tu avais la vidéo 1, 2 jours après la vidéo 2, 2 jours après la vidéo 3, après éventuellement en live, et tu vendais des produits directement, que ce soit des produits à 500, 1000, 2000, 3000 euros. À l'époque, Ok. c'était possible, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Aujourd'hui, on passe par des systèmes, tu sais, de rendez-vous que tu connais, bon, Ouais, etc. ouais. Donc voilà, il y a ça qui a évolué. Et il y avait très peu de marketeurs sur le marché parce que finalement, il y avait très Ok. peu de gens formés. Et après, il y a eu une première vague de marketeurs qui sont arrivés, euh, une deuxième vague, une troisième vague, puis après, ça s'est complètement étendu. Et puis après, là, aujourd'hui, on a vraiment pléthore de marketeurs, de business coach dans toute la Ouais. France. Euh, Tout le monde est expert sur LinkedIn, tout le monde est expert en marketing. Bon, les gens confondent souvent connaissance et expérience. Et c'est un petit Ouais. peu ça, je pense, la nuance qu'il faut avoir en tête. C'est il y a des gens qui sont des très bons vendeurs, mais ça fait combien d'années qu'ils font ça? Combien de personnes ont-ils accompagné? Et surtout, est-ce qu'ils sont capables de démontrer des résultats? Voilà, pas juste des témoignages, de démontrer un peu des cas pratiques, on arrive avec ça, on a mis ça en place, il y a eu ça comme résultat. C'est ça, je dirais, la différence. Mais globalement, le bon côté, c'est qu'il y a eu
un très bon niveau de formation qui a vraiment augmenté ces dernières années. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont formés. Moi, les gens qui viennent me voir, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent le marketing, mais c'est juste qu'ils n'y arrivent pas seuls. Et moi, je trouve ça très positif. Et en parallèle, il y a eu plein aussi de gens qui se prétendent experts. Donc attention à ça, il y a plein de vendeurs Ouais, bien de sûr. sable, enfin d'illusions. Les gens confondent vendre du rêve et vendre de l'illusion, c'est pas pareil. Donc il faut faire attention aussi à qui est derrière. Et puis il y a des gens aussi qui disparaissent. Euh, pour te donner les dernières années, bon, avant le Covid, moi c'était, je t'avoue, mes meilleures années. Les 3 ans avant le Covid. Après il y a eu le Covid, bon, c'était un peu particulier. Il y a eu juste après le Covid, il y a eu une sorte d'Eldorado, c'était facile. Donc là, les gens étaient chez eux, ils achetaient des formations et d'autres les vendaient. Donc c'était une super période pendant 1 an et demi, 2 ans max. Et alors après, il y a la lessiveuse qui s'est mis en marche, une espèce de centrifugeuse et un nombre de marketeurs, pourtant des gens dont c'est le métier, hein. Je parle même pas de coach, de thérapeute, de consultant, je parle Ouais. de marketeurs dont c'est le métier, qui savent faire de l'argent. Le nombre de gens qui ont disparu, des gens qui avaient, je sais pas, 5, 10 closers, qui ont viré tout le monde, des gens qui ont même arrêté, des gens qui ont pris un boulot salarié à mi-temps. Enfin, j'ai discuté l'autre fois avec des marketeurs. Il y a vraiment une sorte de système qui s'est vraiment, je dirais, nettoyé. Et donc voilà, aujourd'hui, l'avantage que ça a apporté, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'être encore meilleur dans ce qu'on fait, d'être beaucoup plus pointu, plus précis, et surtout d'être beaucoup plus attentif aux clients avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à donner de l'argent. C'est pas qu'on peut plus acheter, hein. Enfin qu'on peut plus vendre et les gens peuvent plus acheter des produits à 3 4 000 euros ou plus. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens exigent quelque chose de très concret. Ils veulent Ouais. plutôt acheter un accompagnement, alors que ça soit en groupe, en binôme, en one-to-one, peu importe. Enfin, il y a plein de systèmes. Mais ils veulent plus acheter aujourd'hui des choses à 3 4 000 euros, des formations à 3 4 000 euros, où tu es tout seul devant l'écran. Ça marchait il y a des années, aujourd'hui c'est très difficile de vendre ça. Et tant mieux, parce que je sais que moi les gens qui réussissent, c'est les gens qui se font accompagner. Peu importe Ouais, la manière, il y forcément. a plein de systèmes, mais il faut proposer ça pour vraiment avoir des résultats avec les gens. Puis même là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que des informations, en vrai, avec tout ce qu'il y a, l'intelligence artificielle, YouTube, honnêtement, t'en as énormément. Et je trouve que c'est des fois c'est ça un peu le piège, c'est que t'as beaucoup trop d'informations. Et des fois, ça peut un peu paralyser pour certains, de vraiment de pas savoir où donner la tête. Et par rapport à ce que tu me disais, là, il y en a pas mal qui, du coup, ont mis la clé sous la porte. Qu'est-ce qui fait, selon toi, parce que toi, t'es là depuis 2006, qu'est-ce qui fait qu'ils ont mis le pied sous la porte, ils ont fermé l'activité? Ça pourrait aider sûrement des personnes qui n'ont pas envie que ça leur arrive. Alors il y a plusieurs raisons, et puis ça dépend des situations, mais globalement, on va dire que les gens qui avaient monté des équipes, qui avaient recruté, alors la plupart du temps, c'est pas des salariés, hein, ça peut être le cas, mais c'est souvent je sais pas, des closers ou je sais pas, un business, quelqu'un qui gère le business, quelqu'un qui va gérer le closing, bon, ou de recrutement, il y a plein de choses. En gros, ils avaient monté des équipes, sauf qu'à un moment donné, tu as des coûts et le marché est trop fluctuant. Les coûts, le problème, c'est que tu ne peux pas ensuite les absorber quand il y a une baisse du marché. Ouais, Donc, en fait, d'accord. tu n'as plus de flexibilité, même si ce n'est pas des gens salariés, c'est quand même des prestataires, c'est trop compliqué. Et donc, le marché change très vite. Et tu ne peux pas comme ça garder une équipe de 8 ou 10 si le marché baisse d'un coup. Et même des gens Ouais. très connus, dont je ne dirais pas le nom, ont failli même mettre carrément la clé sous la porte ou virer les 3 quarts des gens. Alors, certains ils sont arrivés à remonter d'un coup parce qu'ils ont eu la. En disant ok, on remet tout à plat et on refait complètement la stratégie, le fonctionnement, quitte à changer un peu le positionnement, changer les offres, euh, changer notre manière de Hmm. faire le business parce que sinon c'était trop en fait violent en termes de changement. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, et sûrement des crises, on va en avoir, il y aura sûrement des choses qui vont se passer dans les prochaines années. Toi, tu penses que c'est possible de prédire enfin, en tout cas, de voir arriver une crise ou en tout cas de mettre en place des choses pour amorcer ou pour tout simplement éviter la catastrophe? Alors je dirais oui, réponse oui aux deux questions. En fait, je dirais sur un plan plus global. Alors moi, c'est aussi une de mes passions, hein, la géopolitique, etc. Faites de la prospective, même si vous n'êtes pas un expert. La prospective, c'est l'art, je dirais, de prévoir un petit peu, non pas l'avenir avec une boule de cristal, mais selon les faits, le Ouais, passé et le présent, ce qu'on appelle les signaux faibles, les signaux forts, les signaux intermédiaires. Et puis on le vit, hein, je veux dire, il suffit de regarder ce qui se passe à l'international. Euh, Ça peut vraiment avoir un impact et vous pouvez déjà anticiper, pas tout prévoir, mais anticiper une certaine vague, voilà, de comportement des gens, du fait que les gens ont peut-être moins dépensé ou dépensé leur argent différemment, et puis une évolution des mœurs aussi, une évolution vraiment des comportements d'achat. Ça, vous pouvez déjà le prévoir partiellement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment regarder
c'est quoi le besoin? Ben, il faut vraiment questionner les gens, quel est leur besoin, leur manière de consommer l'information, de quoi ils ont besoin vraiment. Donc là, c'est presque plus philosophique, anthropologique. Euh, Aujourd'hui, et on le voit de plus en plus avec l'IA, donc là, ça va me permettre de glisser un petit peu le sujet de l'IA. Ce qu'il faut, moi, ce que je perçois en tout cas à mon petit niveau, c'est que plus l'IA va avancer, plus les métiers comme le mien vont devenir, je dirais, en tout cas, un peu bancal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que je compense ça. Donc, la première chose, c'est savoir maîtriser l'IA. Donc, un petit peu, c'est comme un lion. Un lion, c'est un animal sauvage. Bah, voilà, comment on tombe? On ne peut pas complètement l'adopter comme un chien ou un chat. Ça sera toujours un lion, un animal Mhm. sauvage. Mais comment je peux le dompter? Après, voilà, je dompte, je l'utilise, je lui fais faire, je sais pas si on veut comme au cirque des sauts, mais il ne faut pas qu'il me mange. D'accord? C'est un petit Ouais. peu l'image que je peux donner. Donc comment je peux dompter ce lion qui est l'IA, mais en même temps l'utiliser à bon escient. Donc ça, la première chose, c'est comment je peux l'utiliser sans que ce soit lui qui m'utilise et qui me mange. Première chose. Et après, la deuxième chose, ça va être vraiment, je dirais, plus l'IA va avancer, plus il va falloir donner de l'humain. Demain, ce qui aura beaucoup de valeur dans 3 5 ans, ça peut Mhm. paraître complètement débile de dire ça aujourd'hui, on est en 2026. Demain, peut-être que les gens vont te dire, mais moi je te paye 100, 200 euros pour passer une demi-heure ou une heure avec toi pour échanger, juste pour parler du Ouais. business, parler de la vie, etc. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable, mais je te garantis que dans 3 5 ans, ça aura beaucoup de valeur. Donc la question, c'est de quoi on parle. C'est pas prendre un café avec des copains pour qu'on dirait au bar. Non, c'est vraiment parler business. C'est un entrepreneur qui écoute un autre entrepreneur. L'autre lui partage son business, voilà, ses joies, ses réussites, ses peines, ses difficultés, etc. Et ça aura beaucoup de valeur. Donc tout ça pour ramener à notre question du business, du coaching, de l'accompagnement, c'est de dire, proposez vraiment de l'accompagnement ultra humain Mhm. dans votre offre. Et je vous garantis que c'est ça, vous aurez déjà des années d'avance sur vos concurrents. Parce que là où les concurrents devront courir en fait constamment après la technicité de l'IA et en fait on sera toujours en train de courir, d'essayer de rattraper, de s'accrocher aux branches. Donc c'est Ouais. hyper engageant, ça demande beaucoup de charge mentale, ça demande beaucoup d'expertise et donc c'est aussi une charge mentale forte. Et bien vous demain vous serez beaucoup plus apaisé tranquillement à faire de l'accompagnement humain, vraiment de Mhm. l'entrepreneur avec forcément une dimension marketing et technique, mais ça sera peut-être 70-30 et du coup vous serez beaucoup plus tranquille pour les prochaines années. C'est ça que je pourrais vous donner comme indication. Carrément, ouais. Donc c'est la partie géopolitique, c'est intéressant. Ouais, c'est la première fois enfin c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment un lien. Et après l'humain, c'est pour ça que nous on a fait un pari. Alors est-ce que le pari on va le gagner ou pas, ça c'est une autre question, mais de miser surtout sur le présentiel, donc l'humain. À voir si sur les prochaines années, les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est le système qui devient vraiment le numéro un parce que les gens ils en ont marre du digital. Ça, je pourrais te faire un update dans quelques années. Mais ouais, comment tu vois la notion, c'est intéressant, géopolitique plutôt et business. Comment tu corrèles un peu les deux, c'est important. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. Bah, en fait, on se rend compte que la plupart, c'est un constat, alors après c'est mon constat personnel, mais je suis Ouais, pas bien sûr, royal ouais. évidemment. Le constat, c'est qu'en fait, les gens réagissent beaucoup plus par peur que par réalité. C'est-à-dire que moi, je te donne un exemple tout bête. En décembre 2019, juste avant le Covid n'était pas arrivé en France, hein, d'accord? J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 15 jours. Tout simplement parce que les gens que j'accompagne, des coachs, consultants, formateurs, freelance, etc., eux-mêmes ont eu, et les salles n'étaient pas fermées, hein, d'accord? Tout était ouvert. Mhm. Eux-mêmes ont eu peur et donc en fait tout s'est arrêté d'un moment donné. Donc tout s'est figé juste parce que les gens avaient l'information qu'il allait se passer un truc. Donc en fait ils faisaient Mhm. ça par anticipation. Il n'y avait Ouais. pas eu encore de baisse de chiffre d'affaires, il n'y avait pas tout ce système qui s'est passé ensuite. Ça a pris des mois. C'était au moins 6 mois après. Donc pour donner juste un exemple très personnel qui s'est passé, donc c'est pour ça que vous devez anticiper ça. Donc aujourd'hui il y a tel et tel événement, bon peu importe lesquels. Qu'est-ce que vous pouvez anticiper et en même temps il y a quoi comme opportunité qu'on peut faire. Il y a toujours des Ouais, opportunités carrément. dans les moments comme ça. Donc la géopolitique vous permet en fait de faire de la prospective, de dire ok, qu'est-ce qui pourrait se passer là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Comment moi je peux déjà changer ou proposer une autre offre, changer quelque chose ou rajouter une offre qui n'était pas, Mhm. qui peut peut-être répondre à ces mêmes clients mais en situation un petit peu de gérer de crise, c'est plutôt psychologique, hein, d'accord. C'est pas forcément une Ouais. crise économique. Et puis après il y a un autre système, il y a une crise économique réelle. D'accord. Donc une sorte de baisse générale. Qu'est-ce que je peux proposer aux gens pour justement des gens qui sont dans la crise, qui ont subi la crise, peut-être des salariés, des gens qui voudraient devenir entrepreneurs, qui voudraient lancer un business,
qu'est-ce que je peux proposer à ces gens-là pour justement rebondir et retrouver une dignité, retrouver un revenu ou un complément de revenu. Et il y a forcément des choses à proposer à ces gens-là. Donc en fait, vous êtes vraiment au service des gens, vous n'êtes pas juste en train de faire du business et du marketing, vous êtes au Ouais, service des gens, c'est comment je peux aider mon prochain à sortir d'une situation avec mes petits moyens, mais je peux contribuer à, non pas une réussite brillante comme ça, mais à le sortir ouais. d'une situation pour au moins l'emmener vers un démarrage de quelque chose. Et ça, déjà, c'est énorme en fait. C'est jouer avec la crise. En fait, c'est voir un élément positif à la crise. Et donc là, c'est vraiment négatif d'une crise. À l'inverse, toi, par exemple, là, il y a pas mal d'événements en ce moment qui se passent en France, dans le monde. Comment tu penses qu'on pourrait jouer de manière positive de tous ces événements, vraiment pour faire développer un business d'un point de vue marketing ou développer un business comme tu veux, mais pas grâce aux événements politiques, géopolitiques qui se passent dans le monde. Si tu as des exemples, ça pourrait être intéressant. Bah, après, faut voir selon votre métier, je dirais, ça dépend de votre métier. Ouais. Si vous faites du marketing, vous pouvez prendre n'importe quelle personne, la sortie d'une situation. Mais aujourd'hui, vous avez, il y a des gens par exemple qui vont être plutôt dans la finance, tout ce qui va être investissement, finance, sécurisation, les retraites, comment je finance ma retraite. Vous avez plein d'opportunités qui sont incroyables. Et les gens commencent à penser à ces sujets alors qu'avant c'était un sujet soit tabou, soit c'était un sujet Mm. qui était complètement secondaire. Il y a des gens, alors je sais pas, hein, moi je vois des gens passer parce que je suis abonné à plein de choses, j'ai des gens qui sont un peu dans une forme de protection survivaliste, un petit peu, voilà. Des gens qui sont très bons Mm. marketing là-dessus, je vois des choses passer assez, sur le plan purement marketing, qui sont assez fortes. Ouais. Webinaires, offres, lancements, des choses assez incroyables. Euh, Bah, ton système à toi qui est excellent, de dire demain, dans les prochaines années, c'est la rencontre avec l'autre. Moi-même, je l'ai vécu, hein, ce que tu proposes aux gens, de dire, bah tiens, je viens dans une soirée, je rencontre des gens que je connais pas, c'est super sympa, je fais connaissance, on vit ensemble un moment en commun sur un objectif qui est le même, avec une intention qui est similaire, de dire, bah, on veut tous réussir, tous avancer. Moi, je trouve ça super, ça c'est quelque chose qui a de l'avenir en termes de méthode. Bien sûr qu'il faut continuer sur le digital pur aussi, mais pour moi, c'est quelque chose Bien qui est sûr, ouais. hyper complémentaire et qu'il faut mettre de plus en plus en place. Et en plus, peu de gens le font, donc faites-le parce que peu de gens le font. Quand tout le monde le fera, ça sera plus compliqué. Donc c'est maintenant 100%, ouais. aujourd'hui. Mais donc en termes de réponse aux crises, je dirais aujourd'hui détecter les besoins, je dirais presque dans la vie des gens. Les gens ont besoin de quoi dans la vie? Ils se sentent souvent seuls, ils ont besoin en fait de se sentir soutenus. Mm. Comment je peux être l'épaule, le soutien de l'autre? Comment je peux être un petit peu le binôme de l'autre? Comment je peux être la personne ressource, la personne un petit peu le confident, la personne qui va être là pour quand ça va pas, mais aussi quand ça va bien. Parce que les gens, les entrepreneurs, ils ont besoin de partager leur joie, leurs difficultés. Mais souvent, on pense qu'aux difficultés, ils ont besoin de partager leur joie, leur réussite. Et ça, c'est important. D'accord? Ouais, carrément. Donc, il Et faut toi, mettre ça cette fait personne en 20, ressource, en fait. Voilà. Mm. Et toi, ça fait 20 ans, du coup, que tu es dans le business. Enfin, la solitude entrepreneuriale, je pense que beaucoup de personnes, et d'autant plus, bah, le vivent. Surtout que j'ai passé beaucoup d'appels cette année et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des entrepreneurs qui sont pas issus forcément du digital, qui sont consultants, coachs, mais qui sont formateurs. Souvent, il y a beaucoup de formateurs qui font tu sais, des formations pour des entreprises. C'est vraiment un autre monde à part. Et ils veulent se lancer dans le digital parce que bah, la carte postale donne envie. Mais quand ils sont dedans, la majorité, ils disent qu'ils sont seuls, qu'ils bouffent du web marketing toute la journée et ça les rend malheureux. Et c'est vraiment du pur réel. Comment t'expliques ça selon toi? Parce que c'est vraiment, je pense que je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui vivent ça sur la partie digitale. Vraiment, je pense que ça doit être une grosse stat. Comment tu vois les choses par rapport à ça, toi? Ah, écoute, c'est marrant que tu me parles de ça parce que moi, ayant fait, allez, plus de. Alors, c'était des petits accompagnements en termes de temps, mais j'ai fait plus de 3000, je dois être même à 3500 accompagnements. D'accord? Mhm. En même temps, sur une durée, est quand même assez large, hein, ce qui est normal. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai vu des centaines de thématiques, j'ai vu des gens jusqu'à 85 ans, des jeunes, je crois le plus jeune, il devait avoir 16 ans, c'est même ses parents qui avaient payé, tu vois, Ouais. des choses, enfin bref, j'ai des femmes, des hommes, bon, j'ai vraiment de toutes les approches, tous les milieux sociaux, etc. En fait, ce que j'ai constaté, je l'ai même d'ailleurs conceptualisé, hein, j'ai même pensé le truc, c'est qu'en fait, en gros, pour moi en tout cas, dans les gens que j'attire en termes de marketing, hein, évidemment, chacun Ouais. attire ce qui lui ressemble un petit peu dans son histoire, mais moi, c'est souvent ce que je dis, c'est la solitude de l'entrepreneur face à son écran d'ordinateur d'abord, assis face à son écran physiquement, Ouais. seul face à son projet. Et en Mm. fait, je vais te le dire d'une autre manière.
Et après, je pourrais te donner trois sous-parties en fait qui découlent vraiment de cette solitude. Ça, c'est le point vraiment la pointe, je dirais, de la pyramide. Moi, j'ai mis des années à le comprendre, mais je vais te le partager sur un plan un peu philosophique. J'ai mis ouais, peut-être 10 ans à conceptualiser ça, mais j'ai compris un truc, en tout cas pour moi, c'est que les gens, ce qu'ils viennent chercher chez moi, c'est pas ce qu'ils payent, hein. C'est ce qu'ils viennent chercher chez moi, en vrai, sans même s'en rendre compte, c'est qu'en fait, j'essaie d'apporter le poids de l'incertitude. Je répète, porter le poids de l'incertitude. Il faut savoir qu'en fait, ce que j'ai Hmm. compris, c'est que dans un projet, quel qu'il soit, quel que soit ton niveau, l'argent, peu importe le sujet, en fait, tu portes plus qu'une charge mentale. C'est l'incertitude d'un projet et du coup d'une vie. Parce que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais arriver à réussir? Est-ce que je vais être fier de ce que je vais faire? Est-ce que, je sais pas, il y en a qui ont des femmes, des enfants. Est-ce que je vais continuer à avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille? Donc, toi, ça va loin, Ça va. etc. Hmm. Donc, en fait, une forme d'incertitude, c'est comme une lame de fond qui est là. Et donc, les gens, ils ont ça jour et nuit qui tourne en boucle. Et donc, ça te bouffe Hmm. l'énergie, etc. Tu sais, c'est comme une Ouais, appli sur un téléphone, ça te bouffe de la batterie. C'est un peu la même carrément, ouais. chose. Hmm. Voilà. Donc, ça, c'est une lame de fond qui est cachée, mais qui est toujours présente. Ensuite, après, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau que j'ai constaté, c'est, et là on rentre un peu plus dans le pragmatique, on descend d'un cran, c'est, en fait, les gens, ils ont en vrai de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent me voir moi? Mais j'imagine que c'est pareil pour toi et pour d'autres. En fait, le point commun à tous ces gens-là, aussi divers soient-ils, c'est vraiment l'aide à la décision. Ils ont besoin d'abord que je les aide à discerner, d'accord? Discerner, c'est vraiment faire l'état des lieux, Bien sûr, voir ouais. les forces en présence, etc. Puis à un moment donné, c'est choisir l'aide à la décision. Ça, aujourd'hui, tu sais, je donne un exemple, hein, du petit mail, tiens, j'envoie quel sujet de quel mail à quelle liste, à quelle partie de ma liste, à quelle heure. Donc là, on est vraiment dans le micro-détail jusqu'à qu'est-ce que tu penses de ma stratégie et est-ce que mon talent, est-ce que je suis bien dans mon talent? Tu vois, des questions beaucoup plus. Ouais, bien sûr, ouais. Pour toi, ça va vraiment du plus microscopique au plus opérationnel, au plus stratégique et philosophique. Donc ça, on passe nos journées 50, 100, 200 fois par jour à faire des choix et à décider. Parce que des fois, on peut aussi choisir ne jamais l'actionner. Quand choisir Hmm. décider. Et puis après, il y a le troisième niveau. Donc premier niveau, c'est l'incertitude. Voilà, en fait, c'est quoi la vraie raison cachée, d'accord, ou inconsciente. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher de manière plus pragmatique. Et le troisième, c'est en fait qu'est-ce qu'ils payent. Donc là, c'est ils sortent ta carte bancaire pour payer. Et la troisième chose, c'est vraiment c'est l'opérationnel. Moi, je récupère en fait les gens qui sont allés voir des marketeurs qui disent ok, c'est bien, je sais ce qu'il faut faire. J'ai commencé, mais je galère tout seul devant mon écran. Hmm. J'ai pas de réponse à mes questions. Ou alors j'ai une réponse de temps en temps, mais en fait la réponse c'est tous les jours, tout le temps. C'est Et ça, comment ouais, je c'est progresse ça. mon projet. Donc en fait, c'est comment j'applique ce que je sais ou ce qu'on m'a dit de faire. Donc là, on est sur le cran beaucoup plus opérationnel. Et moi, j'aime bien dire une citation qui est assez connue dans notre métier, mais que les gens ont du mal à comprendre, qui est de dire vends aux gens ce qu'ils veulent, mais donne-leur ce dont ils ont besoin. Donc vends aux gens ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer en disant voilà, moi j'ai besoin, je sais pas, d'un logiciel, j'ai besoin que tu me fasses un tunnel, j'ai besoin de ci et ça, c'est très concret. Mais donne-leur ce dont ils ont besoin. En fait, tu sais qu'avant de faire ça, tu dois travailler peut-être sur le mindset, sur l'entrepreneur lui-même, tu dois travailler sur peut-être le projet, l'objectif, le talent, etc. Il y a plein de choses à faire avant. Hmm. Et une fois qu'on a validé ça, alors ensuite on pourra mettre en place ça. Mais les gens commencent toujours par la fin. Je vais donner une autre image, c'est comme si tu dis, voilà, c'est comme si, voilà, tu vas construire un tunnel, tu vas mettre éventuellement une publicité Facebook, bon voilà, une offre, super, ok. C'est comme si demain, tu as une maison que tu construisais, voilà, en partant sur un terrain vague, ta salle de bain. Donc effectivement, tu peux l'utiliser, c'est super ensuite. Après, tu vas lancer une autre offre, tu construis ta cuisine. Sauf que tu as juste oublié de dire, mais attends, j'ai pas pris d'architecte. En fait, je sais pas la taille de ma maison. Est-ce qu'il y a des étages, pas d'étages, l'orientation, les matériaux de la maison, est-ce que les passages entre les pièces, en fait, tu n'as juste pas pensé à la structure globale et tu as construit des Ouais. petits trucs. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est pas solide. Et donc, au moindre coup de vent, eh ben, ton truc est balayé. C'est un peu pareil, hein, on en parlait tout à l'heure, tu sais, de la situation économique, etc. La Hmm. prospective, voilà, il faut un business qui soit solide. Il vaut mieux faire moins de choses, que ça soit solide, mais ce qui va te permettre en tant qu'entrepreneur de passer les obstacles, marketing, technique, financier, etc. Et les obstacles dans la tête, tu sais, les choses de la vie, hein, la vie c'est ça, hein, parce Ouais, qu'il y a ouais. la vie perso, moi en tant qu'entrepreneur, puis après il y a ma vie avec ma famille, mes enfants, Bien ma sûr, ouais. femme, éventuellement ma famille élargie, etc. Ce qui va te permettre de passer tout ça, ça va être parce que tu vas accrocher à quelque chose qui te porte, qui te dépasse, qui est plus grand que toi, une cause que tu sers, un combat que tu mènes, ça déjà c'est une première chose. Et après, il y a pour qui, pourquoi tu le fais, et ensuite, il y a quel est ton talent dans tout ça. Donc, cette espèce de métier, de paquet comme ça global, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en plus, mais je te fais Bien l'essentiel. sûr, ouais. C'est tout ça qui va demain te permettre de passer tous les obstacles de la vie, toutes les difficultés de la vie,
Et si t'as pas ça, en fait, tu es trop fragile. Au moindre coup de vent, en fait, tu t'effondres. Alors, soit tu procrastines, soit tu déprimes dans ton Mm. coin, soit tu commences à faire des conneries, tu vas essayer de dire, ah oui, mais en fait, Mm. c'est ma stratégie qui est pas bonne, tu vas changer. Alors ça, j'ai vu tout le temps. C'est pas bon, je passe mon temps à changer. Enfin, en fait, c'est surtout ça Ouais, qu'il c'est faut pas ça, ouais. faire. Et en fait, tu Mm. passes ton temps en fait, à rien, jamais rien lancer ou à avoir des trucs qui sont merdiques et qui marchent pas. Donc vraiment, faites un choix, faites un bilan. Une fois que vous l'avez, c'est clair, mais pour ça, il faut se faire accompagner. Vous tenez à ça et ensuite vous avancez. Après, c'est des ajustements. C'est pas je change toute ma stratégie, c'est j'ajuste ma stratégie. Mais il faut l'avoir bossé avant. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, mais c'était très bien. Et d'ailleurs, ouais, c'est en fait finalement, ça me beau avoir toutes les informations, toutes les formations, c'est dans ta tête ou dans ton énergie, ça va pas. Ça va pas, tu vas pas avoir les résultats escomptés à la fin. Et en réalité, je pense qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que je pense que tu disais que les gens ils te payent vraiment pour toi, pour ton accompagnement, pour les conseils que tu apportes, pour finalement le tenir leur incertitude, d'avoir vraiment une validation extérieure. Parce que je sais pas si c'est partout dans les milieux. Là récemment, je me renseignais sur, je côtoyais des gens qui étaient dans le monde de la start-up. Et j'ai l'impression, je sais pas si tu y connais ou tu as une idée là-dessus, mais c'est totalement un monde, j'ai l'impression, différent parce qu'ils ont un écosystème, ils ont des incubateurs, ils ont des événements. Il y a vraiment une atmosphère qui se crée, ce qui fait que j'ai l'impression que les personnes qui créent des startups, ils vont vraiment être comme c'est vraiment comme si tu joues dans un domaine, c'est vraiment un club, on dirait, où c'est vraiment un- pas une secte, mais vraiment un domaine où ils sont tous entre eux. Et j'ai l'impression que il y a une autre énergie. Tu vois, il y a vraiment une autre énergie. Et dans le digital, j'ai l'impression que pour certains, il n'y a pas cet écosystème, malgré tous les écosystèmes qu'on peut voir sur Instagram, sur tout ça. Mais il n'y a pas cet écosystème. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça, je pense que ton offre, elle est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent en réalité. Et surtout pour ceux qui débutent, qui sont quittés le salariat, parce que les mecs qui quittent le salariat, ils ont tous un environnement, ils ont des collègues. Et ça, je pense qu'il est là le gap pour eux qui est qui est énorme, c'est qu'ils sont dans le salariat, ils ont des collègues, ils se lèvent le matin, ils sont tout le monde autour d'eux et ils passent à se retrouver derrière un écran à travailler 5 heures par jour pour développer une boîte, tu vois. Et c'est pour ça qu'être entrepreneur, c'est un métier et c'est aussi un statut social. Les gens, ils cherchent le statut social. En fait, les gens ne te le disent jamais. Mais en gros, je suis salarié ou même peut-être je suis entrepreneur depuis des années, mais je bricole dans mon coin, je veux devenir vraiment un véritable entrepreneur, entre guillemets. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot véritable, évidemment, mais chacun a son niveau d'objectif. Mais Mmh. globalement, déjà, de dire, ok, je rentre dans le cercle, le statut d'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de son talent, de son expertise et voilà, qui a des clients, en fait, c'est un stade qui fait rêver beaucoup de gens. Le problème, c'est que ça s'apprend, c'est un métier. C'est comme devenir commercial, voilà. Donc ça s'apprend d'être entrepreneur. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, les gens, ils travaillent que sur le marketing, le business. Alors dans le marketing, on peut mettre le closing, la prospection, la vente, le marketing en tant que tel aussi, la communication, tout ce que tu veux. Mais si tu prends une pièce, il y a deux faces sur une pièce. Et là, on travaille souvent que sur cette face-là. Mais l'autre face sur laquelle on travaille jamais ou presque jamais, ou entre temps on le fait souvent un peu, mais c'est souvent un peu survendu, c'est ce qu'on appelle le mindset. Moi j'aime pas ce mot-là, mais en fait on ne travaille pas l'entrepreneur. Mais le mindset, c'est pas juste travailler sur la motivation ou c'est Ouais, pas bien ça. sûr. On Ouais. travaille sur l'entrepreneur en tant que personne humaine. C'est quoi sa Mmh. situation? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a des enfants? Pas d'enfants? Il vit à quel endroit? Dans quel pays? Il a quel âge? C'est quoi son mode de vie? C'est tout un écosystème. Tu vois, et souvent ça c'est complètement négligé. Et à la limite, Mmh. l'entrepreneur, je dirais, s'il a un problème dans sa vie, il va faire quoi? Il va voir un psychologue ou il va éventuellement voir un coach, mais c'est pas relié. Il faut avoir un pied dans les deux. C'est un entrepreneur qui coach un entrepreneur qui connaît ce que c'est que l'entrepreneuriat depuis des années. Un entrepreneur donc qui coach un entrepreneur qui lui-même sait faire du marketing, c'est une espèce de mix qui a des résultats. Et pour répondre à ta question Ouais. sur le monde de la startup, alors moi j'ai fréquenté un tout petit peu ce monde de la startup dans ma ville où il y a pas mal aussi de startup. Voilà, j'ai participé à des soirées, j'ai parlé aussi à des gens. En fait, si tu veux, il y a le monde d'un startup et le monde infopreneur. C'est deux mondes compartimentés qui ne se parlent finalement que très peu. Pourquoi? Parce que c'est des styles de personnalité différentes. Eux, ils ont un écosystème. Nous, on n'a pas d'écosystème. Nous, on est que comme ça, des Ouais. indépendants, chacun de leur coin. Alors bon, on se parle, des fois, il y a des événements, mais si tu veux, c'est anecdotique. Mmh. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est très peu. Mmh. Si tu regardes en temps sur une année, c'est ridicule.
c'est quelques heures, c'est une journée ou deux ou à peine plus. Alors que les startups, ils ont vraiment des incubateurs, ils ont énormément de rencontres, ils ont aussi un système, ils ont des financements, ils ont tout ça. Mais je te dirais, la différence, elle est pas tellement là. Ça, c'est important, mais c'est pas ça la clé. La clé, elle est dans le type de gens que ça attire. De mon point de vue, en tout cas, je pense que les startups attirent des gens qui sont plus, toi, des sortes de conquérants, de battants. Alors, ces gens, ils sont hyper structurés. Toi, ils vont même calculer combien de temps ils ont passé sur une tâche, qu'est-ce qu'ils ont fait chaque jour. Et toi, ils vont tout noter, tout structurer, tout prévoir. Mhm. Ouais, bien sûr. Alors que le monde des infopreneurs, ça va attirer des gens beaucoup plus, des gens beaucoup plus Rêveur, non? des gens beaucoup plus dans Ouais. l'humain, dans la sensibilité, des gens en quête de liberté, alors que les Hmm. startups, ils vont être beaucoup plus dans la performance. Tu vois, la réussite en peu de temps, j'ai réussi à embaucher le plus de gens possible, comment dire, je sais pas, à me faire financer, etc. Nous, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, c'est comment je vis mon talent, comment je me fais plaisir, comment je peux Ouais. entremêler le monde, impacter les autres. Et c'est vraiment des styles de personnalité qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes au monde de la startup qu'au monde des infopreneurs. C'est pas les mêmes gens. 100%. Ouais, ouais, c'est vrai que, enfin, moi, ce que je vois, c'est infoprenariat, ça fait plus rêver, entre guillemets, parce que, bah, après, c'est juste un peu du marketing, mais je pense que ça fait plus rêver les gens parce qu'ils se voient gagner beaucoup d'argent, en slip chez eux. Alors que la startup, ouais, comme tu disais, c'est plus des personnes qui veulent vraiment créer une boîte extraordinaire et impacter leur portefeuille ou le monde, mais en tout cas, ils veulent vraiment impacter du monde. Ils veulent vraiment, bah, voilà, construire quelque chose de solide. Alors que j'ai plus l'impression que l'infoprenariat, c'est plus une question de se faire plaisir, de profiter de la vie. Donc c'est vrai que c'est deux mondes différents. Mais je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas, et ça se trouve, enfin, il peut en avoir peut-être, mais il y a des masterminds, il y a des séminaires. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait quand même, voilà, comme tu disais, que ce soit anecdotique, qu'il y ait des environnements. Et ça se trouve, il y a des entreprises qui aident, même dans l'infoprenariat, à créer du lien. Ouais, c'est vrai qu'il y a des clubs business. J'avais vu un club business chez les Américains, c'était A-Players. Et ils faisaient vraiment une sorte de réseau où, voilà, ils faisaient tous les mois des choses. Mais ouais, je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ça. Et bah, après, comme tu disais, hein, c'est ce que les gens ont besoin, je pense, une partie du marché. Ce que je me suis rendu compte, c'est vrai, vraiment, les gens sont seuls, malheureusement, derrière leur écran. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou tu veux qu'on... Non, non, écoute, bah non, je te dis juste pour conclure là-dessus, ce que tu viens d'évoquer, c'est juste que nous, les infopreneurs, il faudrait qu'on prenne plus les bons côtés des startups, c'est-à-dire le côté structuré, toi, prévoir les choses, être vraiment carré là-dessus, où nous, on est plus en mode, en fait, nous, on est un peu des artistes, si tu veux. Moi, je dis les infopreneurs, Hmm. en fait, c'est des artistes, des êtres sensibles, des artistes qui veulent vendre leur talent et leur passion, c'est juste ça. Et eux devraient prendre, et donc les startups de leur côté devraient Ouais. prendre des infopreneurs, ce côté beaucoup plus. En fait, finalement, c'est quoi mon talent, comment j'ai envie de servir les autres. Hmm. C'est pas comment j'ai envie de juste de réussir à avoir le plus de trucs possible en moins de temps possible. C'est comment j'ai envie de vraiment d'aider mon prochain, d'aider l'humain, tu vois, plus que le business en lui-même. Et donc, on a chacun des Hmm. choses, je pense, à récupérer de l'autre. Et là, on serait beaucoup plus avancé, à mon avis. Mais bon, après, voilà, c'est une question de sensibilité, hein. Carrément, ouais. Et j'ai vu que tu avais un thème qui toi, te parlait, c'était le marketing, le lien entre le marketing et le développement personnel. Comment, puis ça fait 20 ans, donc je pense que tu peux vraiment apporter des vrais tips. Pour toi, ouais, quel est le lien entre le marketing, avec tout ce que tu as vu durant ces dernières années, quel est le lien entre le marketing et le développement personnel pour toi? En fait, j'ai compris, mais assez récemment, parce que ça fait un paquet d'années que je le fais, c'est qu'en fait, bon, le marketing n'est qu'un outil, d'ailleurs, bon, ça tout le monde le sait évidemment, mais j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, la réussite du marketing d'un business, c'est d'abord la réussite de l'entrepreneur qui le porte. Et de toute manière, ton marketing sera toujours limité au maximum au niveau de l'entrepreneur. Alors, c'est pas un niveau, comme on voit souvent, devenir une meilleure version de soi-même, ou des choses comme ça, moi, voilà, j'adhère pas forcément à ce genre de choses. C'est plutôt ne pas devenir une meilleure version de soi-même, c'est plutôt redevenir ce qu'on aurait toujours dû rester. Après, en s'améliorant, évidemment, mais c'est plutôt souvent on s'écarte de notre identité, alors qu'on Ouais, devrait plutôt se remettre sur notre identité et la travailler. Tu vois, c'est ça. C'est pas devenir ouais, quelqu'un d'autre, c'est, surtout pas. Donc en fait, c'est vraiment l'entrepreneur, s'occuper de l'entrepreneur. Alors si on est tout seul, on s'occupe de soi-même, mais voilà, on peut se faire aider, accompagner, il y a des coachs, il y a des psychologues spécialisés, il y a plein de choses.
ou aller voir des copains entrepreneurs. Il y a plein de manières de le faire, mais c'est s'occuper d'abord de l'entrepreneur qu'on est, vraiment se développer là-dessus, pour ensuite après appliquer du marketing. Mais si on applique du marketing, qu'on ne se connaît pas nous, toi, si je te parle, Hmm. par exemple, si je te pose une question tout bête, ou les gens qui vont nous écouter, est-ce que vous connaissez votre tempérament et votre caractère? Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il nous parle de ça? Bah, en fait, il faut savoir Ouais. que ton tempérament, tu l'as à vie, tu peux plus le changer. Le caractère s'adapte évidemment à ton environnement et à ton tempérament. Donc ton tempérament, si on te dit tu dois devenir, je sais pas, tu veux à 6 heures du matin à faire ton sport, ton machin, que c'est pas ton tempérament, ça marchera jamais. C'est même pas la peine d'essayer. Par contre, tu auras Bien d'autres sûr, ouais. d'autres choses, d'autres facilités que les autres n'auront pas. Donc déjà, connais-toi toi-même, connais ton tempérament, ton caractère, et si les gens qui connaissent l'énéagramme, moi je trouve ça un outil fabuleux qui permet de mieux te connaître ton profil. Il y a des choses, c'est même pas la peine d'essayer de faire des choses ou d'essayer de rentrer dans un moule, ça marchera jamais. Donc ne perds pas de temps, Ouais. ne perds pas d'énergie, ça marchera pas. Par contre, toi, tu as des facilités que les autres n'auront pas, vas-y à fond. Et pour toi, ça sera d'une aisance Hmm. évidente. Donc, première chose, je dirais, commence à connaître un peu tes forces, tes faiblesses, tes facilités, tout ça. Travaille sur ton talent, fais vraiment une sorte d'état des lieux de où tu en es dans ta vie, voilà, une sorte voilà, de bilan un petit peu. Qu'est-ce que tu as envie de faire et mets-toi au service des autres. Mais la question, c'est pas qui tu veux impacter dans le sens business, c'est quels êtres humains tu as envie de servir. Au service, se mettre au service des autres. Donc ça nous Ouais. dépasse. On est d'un humain qui est d'un humain. On pourrait dire que c'est une sorte de forme de charité avec un côté économique. D'accord? La charité, c'est pas toujours que gratuit ou que payant. Donc il y a plusieurs Hmm. côtés. Donc d'abord, sois au clair là-dessus. Une fois que tu es au clair là-dessus, si tu as des difficultés, etc., tu peux te faire aider. Mais si tu sais où sont tes forces et tes faiblesses, alors déjà tu vas t'orienter dans la bonne manière de faire le business. Et tu vas enlever plein d'obstacles. Ou avant on te dit, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait tout ce qu'on a vu à droite à gauche. En fait, l'être humain, c'est un être qui regarde ce que font les autres et en fait, il va reproduire ce que font les autres. D'accord? Et donc en fait, souvent dans le marketing, moi je suis un plein de gens, c'est comme si tu disais, je mets un scaphandre de quelqu'un d'autre. Mais non, surtout enlève ton scaphandre, découvre quel est le tien, ton scaphandre à toi, et mets-le pour avancer, pour aller plus haut. 100%, ouais. Mais c'est Et ça, ça. c'est Tu vraiment sais pas un petit peu un. quelles sont tes forces et faiblesses, tu vas passer ta vie et des années à lutter contre un truc, à faire des choses qui ne sont pas toi, et tu vas dire à la fin, mais je comprends pas, ça marche pas, j'ai tout fait ce qu'on m'a dit de faire. Bah oui, c'est logique. Alors après, il peut y avoir C'est une dimension purement marketing. De toute façon, là, je parle de dimension humaine. bien sûr, ouais. Mais déjà, si tu enlèves tous les boulets que tu as au pied et tu te rends compte qu'en fait, du coup, tu es léger, que tu peux courir, tu te dis, mais attends, pourquoi on me l'a jamais dit? Donc déjà, première chose, c'est ça. Puis après, il y a le côté purement marketing. Il y a applique le marketing qui correspond à ce que tu as fait comme travail. Mais si tu n'as pas fait ce boulot, ben en fait, applique un marketing qui soit n'est pas le tien, soit c'est un truc qu'on t'a dit de faire, mais en fait, ça ne te parle pas du tout. Et c'est vraiment trop bien que tu partages ça parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont à côté parce que tout le monde va sur des systèmes webinaires, VSL. Alors que ces systèmes-là, ils marchent, mais est-ce que ça marche vraiment pour ta personnalité, pour ton identité? Et pour moi, je suis vraiment en ce moment, je suis vraiment en train de plonger sur le Founder Market Fit, sur vraiment de trouver sa zone de génie d'un point de vue marketing. Est-ce que tu penses, et c'est trop bien que tu en parles, est-ce que tu penses pour toi que, en fonction des personnalités, tu as un système, des stratégies marketing qui sont vraiment adaptées à toi de Ah, ton côté? ouais, je dirais en fait, alors contrairement à ce qu'on entend beaucoup par des marketeurs qui vont te dire, alors tu sais, parce que soit ils vendent leur camelote, soit ils savent pas faire le truc, donc ils disent ça marche pas. Alors t'as des gens, t'as des modes où ils disent non, la pub Facebook c'est fini, laisse tomber, il faut faire du SEO. Il y en a qui après qui disent à l'inverse, après les VSL ça marche plus, il faut faire des challenges. Après ils disent Hmm. non, les challenges ça marche plus, les VSL. Bon, en fait on s'en fout de tout ça, ça a aucun intérêt d'écouter ces genres de conneries. Parce que c'est soit des gens qui ne maîtrisent pas autre chose, donc ils vendent leur truc à eux, soit c'est des Forcément, gens ouais. qui sont dans une sorte d'effet de loupe. Alors, par contre, ce qui est vrai, non, au-delà de ce que je dis là, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des tendances, il y a des modes, il y a des choses qui marchent Hmm. mieux. Par exemple, le webinaire live aujourd'hui, ça devient très compliqué depuis déjà 2 3 ans. Ça ne veut pas dire que ça marche plus, mais c'est beaucoup plus technique, ça demande beaucoup plus d'engagement, de publicité, et tu as beaucoup plus de risques qu'un jour, si tu craches ton truc, voilà. Avant, on était à 40% de gens en ligne, maintenant on est à 20 25% de gens en ligne par rapport au nombre d'inscrits. Donc il y a des vrais chiffres, il y a des vraies données qui prouvent ça. Mais je te dirais, en fait, au-delà de tout ça, parce que ça, c'est un débat d'experts, de spécialistes qui coupent les choses en quatre. Il y a des choses qu'il faut vérifier. Aujourd'hui, la VSL, ça marche encore très bien. Le webinaire, ça peut marcher, mais attention, ça demande beaucoup de ressources. Donc, si tu es débutant, peut-être fais pas comme ça. Moi, par exemple, je conseille d'aller faire des webinaires live, comme je te disais tout à l'heure, avant de préparer le podcast sur des outils comme StreamYard ou d'autres. Des webinaires très courts de 15 20 minutes
sur des lives, YouTube Live, Facebook Live, LinkedIn Live, ce que tu veux, peu importe, Instagram Live, sur des sujets ultra spécifiques, parce que de toute manière, c'est des gens que tu n'auras pas en inscription sur un webinaire classique. On va les chercher là où ils sont déjà en train de scroller. Mais tu fais aussi des webinaires à côté. Donc toi, il y a plein de manières de... En fait, en gros, ce qui manque aujourd'hui aux marketeurs, c'est d'être créatif. Personne n'invente l'eau chaude, c'est clair. Mais il faut être créatif dans ce qui existe déjà. Donc il faut prendre ce qui marche quand même le mieux. La VSL marche encore bien. Les challenges, ça marche. Les sommets en ligne, contrairement à ce qu'on croit, ça marche encore très bien. Mais ça demande du boulot. C'est un gros travail. Ouais, Etc. clairement. Et ça, tu vois, du coup, tout le monde dit, ah oui, ça marche plus, donc j'en fais plus. Pareil, le lancement orchestré. Tout le monde dit ça marche plus. Mais non, c'est juste qu'il faut adapter la manière de l'aborder. Mais ça peut très bien cartonner. Et en plus, plus personne en fait. Allez-y, c'est génial. Donc en fait, pour répondre Ouais, à ta carrément. question de départ, c'est plutôt de dire, déjà, selon ta personnalité, il y a des gens qui détestent parler en vidéo, il y a des gens qui adorent ça, déjà. Donc le choix, déjà, il se fait déjà dès le départ. Il y a des gens qui adorent écrire, des gens qui détestent écrire. Donc déjà, commence par dire, qu'est-ce- comment tu aimes communiquer. Donc déjà, ça t'enlève la moitié des outils. Donc c'est facile, ça élague. Et après, comment je choisis? Bah, après, regarde ce qui est aujourd'hui en 2026, peut-être dans 2 ans, bah, évidemment, le discours aura changé, le marché aura changé, donc peut-être ce que je te dis maintenant ne sera moins valable en 2028, 100%, dans ouais. 2 ans. Mais je te dirais, la priorité, c'est ça. Mais après, n'écoutez pas les sirènes de gens qui sont persuadés qu'il y a un truc qui marche et pas le reste. En fait, regardez ce qui est bien pour vous, ce que vous avez envie d'utiliser. Et l'autre côté qui marche, parce que ça marche des deux côtés, c'est il y a vous d'un côté, puis de l'autre côté, il y a vos clients potentiels. C'est quoi la manière de consommer l'information pour vos clients, le cœur de cible que vous visez? Un médecin, par exemple, ne consomme pas l'information de la même manière qu'un thérapeute. Pourtant, on pourrait dire c'est de la santé. Eh bien, c'est complètement différent. Un psychologue, un coach, ça va être différent, etc. Donc, en fait, comment les gens aiment consommer l'information? Est-ce que c'est du live, pas du live? À quelle heure? Hmm, Des horaires, pas d'horaire? Est-ce que c'est des ouais. formats courts, des formats longs? Est-ce que c'est du très concret, etc. Ou est-ce que c'est du conceptuel? Et le dernier point, je dirais, pour répondre à ta question, c'est de dire, en fait, au-delà de tous ces outils, de ces modes, le plus important, en fait, s'il y avait un truc à retenir, c'est plutôt ça, c'est de dire comment vous êtes capable de toucher le cœur des gens. J'ai bien dit Hmm. de toucher le cœur des gens, les tripes, l'intériorité. C'est pas de parler au cerveau, oui, alors je vais t'expliquer mon super truc. Ouais, bien sûr. Voilà. Et si vous êtes ça, même si vous avez un outil qui n'est pas forcément le meilleur outil, même si vos discours n'est pas forcément ultra léché, ultra perfectionné, vous allez quand même faire des ventes parce que vous êtes tellement dans la cible, tellement dans ce que les gens vivent et ce sur quoi ils veulent se débarrasser ou ils veulent vraiment évoluer, qu'ils vont forcément dire attends, ce gars-là ou cette nana-là, il faut que je l'écoute, je ne sais même pas à la limite qui il est, d'où il sort, qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais il faut que je l'écoute parce que c'est lui et personne d'autre. Donc touchez le cœur des gens et les gens vont commencer à vous écouter. Ouais, c'est ce que j'entendais. Après, on finira avec la phrase signature, mais ce que j'entendais récemment sur les pitchs des startups, qu'il y en a beaucoup qui font leur pitch de manière rationnelle, parce qu'ils se disent que c'est des investisseurs en face qui pensent qu'aux chiffres. Mais j'écoutais un podcast par rapport à ça et il disait clairement que bah, les investisseurs, c'est des humains. Et donc, si tu leur parles que de chiffres, ça va pas trop les faire, enfin, les faire donner envie, leur donner envie tout simplement d'investir avec toi et qu'il faut les rajouter de l'émotionnel parce que c'est des humains, ils ont beau voir des chiffres toute la journée. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça pour te démarquer, de mettre de l'émotion au lieu de que parler de chiffres. Comme tu disais, je pense que c'est vraiment la clé. Et pour finir ce podcast, la phrase que j'aime bien, enfin la question que j'aime bien poser, pour tous, tu vois, c'est des coachs souvent qui nous regardent, des consultants, des thérapeutes voilà, qui ont une activité, d'autres qui la démarrent, d'autres qui sont salariés et qui vont la démarrer. Qu'est-ce que si par exemple ils veulent travailler avec toi, ils veulent avoir ton expertise, qu'est-ce que tu leur dirais concrètement, étape par étape, pour devenir et avoir une boîte dans laquelle, au niveau du marketing, ça leur permet d'avoir une activité prévisible en termes de clients, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'un point de vue marketing, toi, si tu devais repartir à zéro ou s'ils travailleraient avec toi? Bah, moi, je dirais finalement, ne commencez pas par le marketing. Ça va Ok. aller très vite, évidemment, hein, bien sûr que c'est important et c'est indispensable. Mais commencez d'abord par savoir en fait mettre de la clarté. Aujourd'hui, les gens sont dans le brouillard, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou ils sont pas au clair là-dessus, ou ils sont peut-être pas exactement dans le bon chemin. Ils ont peut-être un pied dans le bon chemin, un pied dans un chemin qui est une sorte de chemin de traverse qui est pas forcément le bon. Commencez d'abord par vous faire accompagner pour savoir exactement vos forces, vos faiblesses, et un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, qui vous êtes vraiment en tant que personne, Mhm. votre personnalité, votre manière de vivre, votre condition, votre cocon en fait de vie. Première chose. Ensuite, après, c'est de clarifier, en fait, pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? C'est une question qui paraît stupide, mais en fait, elle est hyper importante. Tu cherches quoi derrière ça?
C'est quoi le statut social? C'est la réussite? C'est la fierté pour toi, pour les autres? Est-ce que c'est juste gagner de l'argent? En fait, la vraie question, elle est d'abord là. Pourquoi tu veux devenir un entrepreneur? Parce que c'est un autre monde, c'est un autre univers que le salariat, etc. D'accord? Donc ça, c'est la bonne question, quel que soit ton statut, ton niveau, ton chiffre d'affaires, peu importe. Et puis après, ça va être vraiment euh, quel va être ton talent, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux servir les gens, c'est quoi la cause, le combat que tu défends, la cause que tu sers, le combat dans lequel tu t'impliques. C'est ça qui va te permettre, comme je disais tout à l'heure, de passer tous les obstacles, quels qu'ils soient, avec beaucoup plus de facilité. Et une fois que tu es clair sur tout ça et que ton talent, tu dis moi je veux vendre en gros mon expertise, mon talent et ma passion, l'un ou les deux ou les trois de tout ça, ou un mélange ou un mix de tout ça, ensuite tu dis ok, maintenant je suis au clair de ça, maintenant c'est quoi que j'ai envie de proposer comme type d'accompagnement, comme type d'offre, etc. à ces personnes, mais qu'est-ce qu'elles vivent et comment je peux toucher le cœur de ces gens-là. Une fois que tout ça est au clair, là je te résume vraiment très, très rapide, hein, d'accord? Une fois que tout ça est au clair, ensuite je vais aller rebalayer le marketing. Je dis ok, maintenant je vais aller calquer, appliquer du marketing à tout ça. Parce que je ne vais pas revenir. L'idée, c'est d'être au clair sur ça pour pas constamment rechanger les choses. Alors, on peut ajuster des choses, bien sûr. C'est pas figé dans le temps. Mais l'idée, c'est de dire, OK, Ouais. j'ai fait 99%, c'est sûr et certain. C'est bon, je reviens plus dessus, j'avance. Et maintenant, une fois, je vais calquer mon marketing sur tout ça parce que c'est tellement évident et clair que je sais que ça répond à un vrai besoin. Je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à venir me rencontrer pour ça. Alors maintenant, comment je leur parle à ces gens-là? Qu'est-ce que je leur dis, comment je leur vends et qu'est-ce que je leur vends. Et là, tu vas faire effectivement tout le truc. Là, tu vas reprendre certains éléments que je t'ai dit, mais sur un plan, sur une approche marketing qui va être un petit peu la cause, le combat, la cause Ouais. inavouable, pourquoi les gens viennent en fait te voir en vrai, mais ils n'ont même pas conscience. Ensuite, tu vas aller regarder un petit peu les problématiques, donc le message évidemment principal, les messages sous-tendus à ça. Tu vas aller du coup regarder ta cible et en fait, c'est quoi son besoin réel derrière ça, qu'est-ce qu'elle vit et pourquoi elle aurait besoin de te voir. Et une fois que tu as fait toute cette histoire-là, tu vas commencer à travailler ton offre, etc. etc. Et après, c'est comment je vends, puis après, et tu termines par tout ce qui est beaucoup plus pragmatique. Quel tunnel, je choisis mon type de tunnel. Tout à l'heure, on parlait VSL ou webinaire ou lancement orchestré ou autre Bien chose. sûr, ouais. Il y a plein de choses, ou Summerlin, ce que tu veux, ou challenge. Ensuite, à la fin, tu choisis ça parce que tout le reste est cohérent et logique. Ouais, Et carrément. surtout, Ouais. c'est complètement en lien avec toi. Et c'est tellement toi, en fait, derrière ça, parce qu'il ne faut pas oublier, un projet entrepreneur, c'est ton projet de vie. Et tu y passes des heures, c'est ce qui te permet de vivre, et tu y penses le jour, la nuit. Donc c'est ton projet de vie, c'est une partie de toi. Donc ça peut pas être une sorte de projet comme ça, extrapolé Ouais. d'autres choses, ou quelqu'un qui t'a dit il faut que tu fasses ça. Non, tu pars toujours de toi, et après, tu te fais accompagner, quel que soit l'expert qui va t'accompagner, mais fais-toi accompagner par quelqu'un qui a d'abord fait un peu le chemin au minimum, qui a une expérience au-delà de la connaissance sur la durée, et surtout qui a vu plein de cas différents. Et donc, il ne faut pas trouver quelqu'un qui va t'appliquer un truc comme ça vite fait, parce que lui, il sait faire que ça. C'est quelqu'un qui va s'adapter à toi, mais qui connaît les bonnes pratiques. Tu vois la Hmm. nuance? Ouais, bien Que sûr, ce soit du personnalisé sur mesure, après, qu'il y ait du groupe, peu importe, c'est pas le sujet, ça peut être ouais. aussi Ouais. éventuellement le groupe, mais il faut qu'à un moment donné, les réponses soient personnalisées, vraiment du sur-mesure, mais par rapport à ta personne et non pas uniquement par rapport à un business que tu aurais construit comme ça de manière virtuelle. 100%. Bah Voilà. écoute, magnifique. Merci Olivier. On peut te retrouver où si les personnes veulent vraiment se faire accompagner avec toi d'un point de vue marketing et puissent bah, répondre, ne plus être seul et vraiment avoir ton accompagnement. Comment on peut faire pour te contacter suite à ça? Alors moi, j'ai pas de site internet, mais j'ai enfin ma page LinkedIn en fait, tout simplement. Donc D'accord, si ouais. vous tapez Olivier Ferrand Marketing, vous allez tomber sur moi. Voilà, il y a ma photo, il y a un bandeau, etc. Vous pouvez me contacter en message privé. Puis après, je peux vous donner mon WhatsApp. Donc, tout simplement, LinkedIn, c'est le plus simple. Et puis, comme ça, vous contactez. Puis après, bah, je prendrai le temps, évidemment, avec vous, de vous écouter, de savoir, voilà, vous poser des questions. Et puis après, on verra si je suis en mesure de vous accompagner ou pas. Si c'est moi la bonne personne, ou si c'est quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'est arrivé, hein, voilà, par humilité, de dire aussi, maintenant, ça là-dessus, je suis pas expert, je t'envoie vers quelqu'un qui est expert. Donc ça, je le fais régulièrement. Quand je suis pas la bonne personne, je m'improvise pas un truc que je sais pas faire, que je ne maîtrise pas, j'envoie vers des gens qui sont eux experts. Donc voilà, moi c'est vraiment marketing digital opérationnel. Je finalise mon projet, je le lance et je travaille sur vraiment l'entrepreneur lui-même. Parce que c'est la force de tout votre business, vous allez toujours l'appuyer sur vous-même. Jamais sur des stratégies, jamais sur des techniques, jamais même sur des experts marketing.
Eux, ils sont là à un moment donné, mais il n'y a que vous, la force, elle est à l'intérieur de vous-même, nulle part ailleurs. Donc, comptez d'abord sur vous, et uniquement sur vous. Les autres sont là pour vous aider à avancer. 100%. Écoute, je te remercie Olivier pour ton temps. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou tout, Non, non, on a fait juste le tour? te remercier déjà de l'invitation, remercier toutes les personnes qui vont nous écouter. J'espère que ça peut pu vous donner quelques éclairages. Hein. C'est pas des conseils du tout, c'est juste des éclairages, des partages d'une manière de voir les choses. Et puis, bah, pour les personnes à qui ça parle, bah, écoutez, j'espère que ça a pu au moins vous contribuer à vous faire avancer dans vos projets. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour vous. Allez, super. Bah, je mettrai ton LinkedIn de toute manière pour ceux qui veulent te contacter dans la description. Je te remercie et puis on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci, à bientôt.